Jusqu'à 9 heures, Good Morning Business. Il est 8h18 et c'est le chef économiste de Natixis, Patrick Artus, qui est avec nous ce matin. Bonjour Patrick Artus. Bonjour. Alors on faisait nos calculs ensemble pendant la pub, on était un peu terrifiés à la fois par le chiffre de la Banque de France qui nous dit bon, on va faire péniblement peut-être 5% de croissance en 2021, contrairement au gouvernement qui tablait sur 6. Vous me dites Patrick Artus, 5%, même pas en rêve. 6, c'est le chiffre qu'on aurait eu s'il n'y avait pas eu de problème sanitaire majeur en 2021. Et en gros, vous pouvez faire un calcul de coin de table. Alors c'est du coin de table, mais c'est pas très faux, qui est que chaque mois où on est obligé de mettre des contraintes sanitaires fortes, ça coûte 1 point de PIB sur l'année. Donc on va avoir combien ? Donc si vous dites 2 mois dans l'année, ce qui serait quand même relativement optimiste, ça fait 4, et si c'est 3 mois dans l'année, ça fait 3. Ouais, après, pour les rattraper, donc le 5 de la Banque de France, il me paraît, je pense qu'il a vocation à être révisé encore à la baisse. Vous, par exemple, à Natixis, vous allez sortir quel chiffre là ? On va sortir à peu près à 4, mais en disant qu'on se laisse la possibilité, dans quelques mois, peut-être de baisser, quoi, que le risque est vers le bas et pas vers le haut. Parce que c'est vrai qu'on voit, la Banque de France, elle a fait le bilan sur décembre et janvier, elle dit qu'il manquera encore 7% d'activité de PIB au mois de janvier. Vous voyez, et alors, le calcul qui est fait, c'est la perte de PIB par rapport au PIB de la fin de 2019. C'est ça. Mais c'est pas le bon calcul. Le bon calcul, ce qui permet de calculer le chômage, les problèmes des entreprises, de prévoir la politique monétaire, l'inflation, c'est la perte de PIB par rapport au PIB qu'on aurait eu s'il n'y avait pas eu la Covid. Et là, on n'est pas à moins 7, on est plutôt à moins 8,5, moins 9. Parce qu'il y aurait eu la croissance. Parce qu'il y aurait eu 1,5 point de croissance à peu près sur une année. Et donc, quand vous avez 8 ou 9 points de déficit de PIB, vous avez un problème de chômage massif, un problème de bilan d'entreprise massif et évidemment pas d'inflation. L'inflation, vous voyez, est à zéro. Inflation sous-jacente et à quelques dixièmes, et une politique monétaire qui va rester très 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 longtemps expansionniste. Donc on a un sous-emploi massif, et à 4% de croissance, vous voyez qu'on regagne par rapport à 1,5 qui était en gros la tendance, on regagne 2,5 points par an, ce qui veut dire on a encore 3 ou 4 années de sous-emploi devant nous. Donc c'est monstrueux. Donc évidemment. Le chômage, il peut monter à combien ? Alors le chômage, c'est un indicateur qui veut peu dire grand-chose, puisqu'il y a beaucoup de chômage partiel, il y a beaucoup de personnes. Ouais. Vous voulez, le chômage, il va monter, dans le scénario à 6%, il montait vers 10,5%. Dans un scénario à 4 comme le nôtre, il va monter probablement autour de 12%. C'est énorme. Mais à nouveau, on n'a pas de visibilité. Et même ce scénario à 4, on pourrait presque penser qu'il est optimiste. Alors prenez la règle de 3 qu'on faisait ensemble dans l'autre sens. On a probablement 12 ou 13% de la population aujourd'hui qui est immunisée parce qu'elle a été malade. Il faudrait attendre 50 et 60% de population protégée pour sortir de la maladie définitivement. Donc il faut vacciner 40% des Français. 40% des Français, ça fait 26 millions de personnes. Donc au rythme dont nous parle le gouvernement, qui est disons de 2 millions par mois, ça fait 13 mois. Mais dans 13 mois, les vaccins, ils seront sans doute plus bons. On sait que ça dure au moins 8 mois, mais peut-être pas 13 mois. Revacciner. Donc c'est là qu'il faudrait... Mais il y a un problème donc de rythme. On peut clairement dire ce matin, et moi je partage votre point de vue, que le gouvernement, en termes de vaccination, aujourd'hui n'est pas à la hauteur. Mais je ne comprends pas qu'il ne fasse pas les règles de 3 justes. C'est-à-dire que si vous avez un programme de vaccination qui est qu'il faut revacciner ceux qui ont déjà été vaccinés avant que vous ayez fini la première vague de vaccination, il y a un problème. Et donc si on fait 2 millions par mois, on ne sortira jamais de la Covid. Il faut quand même comprendre que la maladie, elle ne va pas s'éteindre toute seule. On n'en sortira jamais. Et dans un an, en début de 2022, on continuera à parler de confinement, quoi. Donc il faut absolument arrêter ça. Donc, mais Patrick Artus, il y a des pays qui vont s'en sortir, les Israéliens, les Anglais même, qui vont atteindre le... Alors les Anglais, ils ont validé AstraZeneca, le 3e vaccin, extrêmement vite. L'Europe annonce maintenant qu'elle va le valider à la fin de janvier, ce qui est une bonne nouvelle. Mais il me semble que le gouvernement doit avoir comme objectif de vacciner 5 ou 6 millions de personnes par mois, et pas 2. Parce que là, refaites mon calcul, dans 4 mois, on a l'immunité collective, et ça va, quoi. Et là, on peut faire peut-être 4, peut-être même un peu plus de croissance. Donc mais, là, mais pas 2. Ce que vous dites est quand même, d'abord, un peu inquiétant, et surtout, il y a une responsabilité énorme sur les épaules du gouvernement et du président. Oui, alors après, Bruno Le Maire, si vous voulez, lui, il met du sparadrap partout. Oui, c'est ça. Bien. Il dit, on continuera à faire des PGE. Il faut reconnaître que Bruno Le Maire joue ce rôle-là de façon impeccable. Donc chaque fois qu'on voit une brèche quelque part, on colmate la brèche. On l'a fait de façon très efficace. On est prêt à repousser l'échéance des PGE, à refaire d'autres PGE. On a le programme prêt participatif
incitatifs pour mettre des fonds propres, on réfléchit aux fonds propres des PME, on va aider les professions en difficulté, le plan de secours d'urgence va être rendu plus efficace. Non, mais il fait tout ce qu'il peut. Mais si vous voulez, bon, on peut pas à la fin avoir le PIB financé par l'État. On peut pas empiler les dettes dans les bilans des entreprises jusqu'à la fin des temps en leur disant c'est pas grave, vous rembourserez que dans 1 an, que dans 2 ans. C'est pas possible. Donc il faut vacciner. Il y a pas, parce que si on vaccine pas, on aura un désastre sur le chômage, un désastre sur les bilans des entreprises, quels que soient les efforts faits, et on aura une économie complètement plate très longtemps, parce que des entreprises avec trop de dettes dans leur bilan, elles vont arrêter d'investir. Est-ce que vous croyez que dans l'économie mondiale, il y aura dans quelques mois les pays qui auront été sur le plan logistique capables de vacciner leur population? Il y a déjà. Et ceux qui n'ont pas été. Il y a les 15 pays d'Asie, vous savez, qui ont signé le fameux RCEP, ce traité de libre-échange, qui sont déjà collectivement très au-dessus du PIB d'avant la Covid. Ils sont à peu près 2 points. Mais ça, c'est pas grâce au vaccin. C'est grâce à la gestion sanitaire de ces pays. Vous voyez ce qui se passe en Chine. C'est grâce à l'isolement. Oui, vous trouvez quelques cas, vous fermez la ville, quoi, et vous arrêtez les trains, vous testez tout le monde, vous êtes capable de tester des millions de personnes en quelques jours. Donc ils ont eu tous cette technique-là. Mais sur les vaccins, est-ce que ça peut induire des économies à plusieurs vitesses? Alors après, on regarde plutôt en Europe. En Europe, il y aura le Royaume-Uni qui va être en tête certainement. Après, la France est dans le queue de peloton, mais même l'Allemagne. L'Allemagne a vacciné 800 000 personnes depuis le début, c'est loin d'être assez, quoi. Je veux dire, même l'Allemagne, de toute façon, en Allemagne, il y a un débat qui est à peu près celui que nous venons d'avoir en disant ça va pas assez vite. Donc il faut aller beaucoup plus vite. Moi, je pense que, si vous voulez, les économistes sont tous convaincus, il me semble. Alors, il y a des débats. Mais enfin, disons que la majorité d'économistes pensent que plus une crise est pénible et longue, plus elle détruit ensuite de la croissance de long terme. Et donc, au départ, on pensait que c'était juste un off-on, mais sauf que maintenant, parce qu'il y a des effets rémanents. Il y a des effets rémanents parce qu'il y a des gens qui perdent leur travail, qui perdent leurs compétences, qu'il y a des entreprises qui ont trop de dettes, qu'il y a des entreprises qui font faillite, qu'il y a des voilà. Et donc tous ces effets rémanents, on les paiera. Donc l'urgence absolue, c'est d'arrêter cette crise le plus vite qu'on peut. Donc il faudrait qu'il y ait, comme en Israël, quoi, c'est l'économie de guerre pour vacciner. Dans le débat sur l'annulation de la dette, certains économistes, certains politiques commencent à dire qu'il faut annuler une partie de la dette, soit publique, soit privée. Ce débat est délirant. Parce que je crois qu'il faut quand même qu'on réfléchisse collectivement au statut de la dette publique détenue par la Banque centrale. Alors vous citiez à l'instant un chiffre qui est très intéressant, qui est le chiffre des profits de la Réserve fédérale. Ouais, 88 milliards de dollars qui vont être reversés au Trésor. Voilà, et le journaliste disait, et c'est ça qui est intéressant, et ces profits sont reversés au Trésor. Donc il faut comprendre que quand de la dette de la France est détenue par la Banque de France, comme la Banque de France reverse ses profits au Trésor, cette dette est gratuite, et même si les taux d'intérêt étaient de 25%, cette dette serait toujours gratuite. Et en plus, il est archi improbable que la BCE remette sur le marché ses dettes, ou alors si elle le fait, c'est que ça sera absolument sans danger. Donc cette dette, c'est ce qu'on appelle bêtement une perpétuité zéro coupon. Donc c'est une dette perpétuelle qui ne coûte rien à l'État. Il n'y a rien changé. Cette situation est parfaite. Cette dette, elle n'existe pas. Donc surtout ne pas l'annuler, ça créerait uniquement une panique de marché. Il y en a qui ont dit qu'il faut la transformer en une perpétuité, mais de fait, c'en est une. Donc c'est une dette gratuite et non remboursable. Donc ne touchons rien. Ne touchons rien. Je ne comprends absolument pas, même qu'il y ait l'ombre d'un débat. Par contre, on n'a pas le débat qu'il faudrait avoir, qui est qu'on a créé une montagne de monnaie, puisque la Banque centrale achète cette dette en payant, en créant de la monnaie, et que ceci va créer des déséquilibres majeurs. On le voit avec les actions de la tech, le bitcoin, enfin on le voit déjà. Il y a des bulles là qui sont en train de se former. On a déjà des bulles, et c'est que le début de ce processus. On va avoir des années d'économie de bulles. Est-ce que cette bulle, à un moment donné, risque d'éclater? Alors, les bulles éclatent d'habitude quand les taux d'intérêt remontent. Et donc, il y a une question assez amusante qui est qu'est-ce qui se passe avec les bulles si les taux d'intérêt ne remontent pas? Parce que les banques centrales nous ont dit qu'elles voulaient garder cette politique pendant une très longue période de temps. Donc, on risque d'avoir des bulles encore plus durables que dans le passé parce qu'elles ne seront pas cassées par la remontée des taux. Alors, on ne le voit pas partout, mais regardez l'immobilier américain, 14% de hausse des prix de l'immobilier en un an. À nouveau, Tesla, Bitcoin et même les actions européennes. Elles sont à la traîne des actions américaines, mais enfin, par rapport à la performance économique, la performance boursière n'est pas mauvaise. Quel dilemme dans la tête des gestionnaires d'actifs, Qu'est-ce que vous leur dites? Qu'est-ce que vous leur conseillez à Natixis? Parce qu'il ne faut pas louper le mouvement de hausse de la bulle, même si on sait que c'est une bulle. Il faut continuer à investir en actions. Il faut continuer. Oui, alors il faut essayer quand même pour un gestionnaire d'être intelligent. Il me semble qu'il y a 3 grandes thématiques. Il y a une thématique géographique qui est l'Asie, on en parlait avant. 6% de croissance cette année dans les 15 pays d'Asie, 8 ou 9 même en Chine. Et puis 4 en 2022. Donc là, il faut s'exposer à l'Asie. Il y a une deuxième thématique, celle qu'on vient d'avoir, c'est la monnaie.
Donc tout a tendance à monter, quoi. Et puis il y a des thématiques sectorielles assez évidentes, quoi. C'est le verre, l'eau, la pharma, la sécurité. Voilà. Et puis il va y avoir en sortie de crise une thématique simplement cyclique. C'est-à-dire qu'il y a des secteurs cycliques qui vont se redresser, comme l'aéronautique. Eh bien, écoutez, merci beaucoup infiniment, Patrick Artus. Je retiens quand même une idée, c'est que on est très en retard sur les vaccins et que si ça continue... Oui, et continuons à le dire au gouvernement qu'il n'y aura pas de croissance économique tant qu'on n'aura pas suffisamment de vaccination pour pouvoir relâcher les règles. Et il n'y aura sans doute pas de réélection du président si il ne réussit pas cette... Si dans un an, on est impératif de la vaccination. Dans un an, on est toujours dans la maladie, ça va être quand même très très compliqué. Patrick Artus, chef économiste de Natixis, invité de la matinale. Il est tout de suite 8h, presque 8h30.